Impossible de nos jours d'éviter ou même de ne pas se laisser entraîner par le débat idéologique gauche-droite qui domine l'Occident. L'omniprésence de ce débat et surtout l'emprise psychologique des idéologies contemporaines sur les individus sont-ils des sujets qui se prêtent à la satire et au roman? Pour en parler, nous recevons l'écrivain et journaliste français Fabrice Pliskin, auteur du roman Le Fou de Bourdieu, son 7e roman, publié aux éditions du Cherche-Midi, qui traite justement de ces questions. Monsieur Pliskin, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Un grand plaisir. Premièrement, faut décrire un peu le roman, son atmosphère ou l'histoire globalement là, pour situer notre auditoire. Tout à fait. Alors c'est l'histoire d'Antonin Subur qui est bijoutier à Brioude, en Auvergne. Il subit un braquage et pendant ce braquage, il tue un de ses cambrioleurs qui se prénomme Shamseddine, qui est un jeune homme de 18 ans. Alors Subur, évidemment, c'est un homicide, se retrouve en prison. Et pendant les 8 années de prison, en fait, il découvre la pensée de Bourdieu, et notamment le, comment dirais-je, le mystère de la liberté dans un monde soumis à l'enchaînement des effets et des causes, au déterminisme social, ce genre de choses. Et donc, évidemment, il est torturé par la culpabilité et il veut de nouveau pouvoir se regarder dans la glace. Et en fait, il va lire Bourdieu à sa manière, c'est-à-dire peut-être en le trahissant. Au sortir de prison, il rencontre un autre jeune homme qui s'appelle Shamseddine, et il se dit tout de suite, à lui c'est un dominé, il a certainement besoin de moi, je vais l'aider, parce qu'il subit maintes souffrances sociales. Évidemment, le dominé en question, l'autre Shamseddine, n'a pas vraiment besoin de lui, il n'en demande pas autant. Mais, comment dirais-je, après avoir lu, comment dire, Subur a peut-être le tort de lire Bourdieu comme Don Quichotte lisait les romans de chevalerie. Et donc, il veut absolument sauver quelqu'un qui ne lui demande pas de le sauver. Il faudrait peut-être spécifier pour notre auditeur québécois en particulier Pierre Bourdieu, sociologue très connu, français très connu au Québec aussi, mais globalement, pourquoi est-ce que Bourdieu est un des très grands noms de la sociologie au 20e siècle? Alors, en tout cas, pour ce qui m'intéresse, moi, je trouve que c'est un marqueur très, très intéressant, justement, sur la vie politique française, la gauche et la droite. Parce que vous avez d'un côté, quand il y a un délinquant, vous savez, la droite dénonce ce qu'elle appelle la culture de l'excuse, à savoir que ce délinquant, souvent, est issu d'une famille pauvre, et voilà, qu'il a beaucoup souffert, et donc il commet des actions répréhensibles. C'est le système. Et donc c'est l'explication par la personnalité, ce qu'on appelle donc la responsabilité individuelle. Et la gauche, elle, de son côté, explique le crime, ou tente d'expliquer le crime par le milieu et par les souffrances sociales qu'a subi ce délinquant. Alors, moi, je veux dire que c'est pas... comment dirais-je, ce livre n'est ni contre Bourdieu, ni pour Bourdieu. Pour moi, en fait, et peut-être alors je vais faire un petit peu parler comme un sociologue que je ne suis pas du tout, puisque je suis romancier, c'est plutôt sur l'usage social de Bourdieu, et notamment l'usage social qu'en fait donc mon héros Antonin Subur, qui est donc encore une fois torturé par la culpabilité et qui est avide de rédemption. En fait, il voudrait trouver dans Bourdieu peut-être ce qu'il ne s'y trouve pas, à savoir qu'il n'est pas lui-même l'auteur de son crime, mais qu'il a été déterminé. Alors, la question étant de savoir s'il s'en convainc lui-même ou si, parce que c'est pas non plus c'est pas du tout il a certains ridicules, c'est juste, mais c'est pas un idiot. Et donc, en tout cas, il tente de se convaincre que c'est la société qui a tué ce jeune homme, peut-être plus que lui-même. Vous savez, j'aime bien cette phrase de Robert Musil, qui était romancier et pas sociologue, qui dit: Chacun de nous possède une seconde patrie où tout ce qu'il fait est innocent. Et donc, j'ai l'impression que Subur, avec qui j'ai vécu donc pendant 6 ans pour écrire ce livre, et
aimerait trouver cette seconde patrie. Est-ce qu'il la trouve? Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est un satire, votre roman? Je regardais les différents commentaires et analyses de votre livre et on passe, entre guillemets, de la critique du débat idéologique contemporain à dire que c'est une satire, au contraire, et même des fois on parle d'ironie ici. Comment décrivez-vous votre propre œuvre? Alors, comment dirais-je, dans le foot bourdieu, il y a des éléments de comique, c'est indéniable, mais bon, il y a aussi des choses très très dures. Il y a un viol notamment, et donc un meurtre, j'en ai parlé. Mais je ne dirais pas que c'est une satire. Enfin, moi, dans mon esprit, une satire, si vous voulez, c'est pour prendre une métaphore, si j'ose dire, architecturale, c'est vous êtes sur un balcon puis vous crachez sur tous les gens qui passent. Or là, en fait, j'essaie, à travers Subur, d'essayer de comprendre le monde où je vis euh, en- et ces impasses idéologiques, humanitaires. Vous savez, un roman, on le dit souvent, un roman est une question plus qu'une réponse. Et donc, en fait, c'est un peu l'expérience que j'ai fait en écrivant ce livre. Voilà, je suis au sens de suivre Subur dans ces tribulations qui, dans un premier temps, sont plutôt intellectuelles, puisqu'il est enfermé en prison, et ensuite, parce que, comment dire, il va vouloir faire de ce qu'il a retenu de Bourdieu une doctrine d'action. Et là, si vous voulez, vous me demandez comment je définirais mon livre, en tout cas, sans évidemment comparaison, mais j'ai essayé de faire une espèce de synthèse un peu impossible entre l'esprit de Bouvard et Pécuchet, chez Flaubert, où on voit Bouvard et Pécuchet donc découvrir la connaissance, et de l'autre côté, Fight Club. Parce qu'il y a vraiment un côté Fight Club sociologique, je pense, dans ce livre, il y a beaucoup de scènes d'action. Voilà. Voilà j'espère que j'ai répondu à votre question. Ben, c'est intéressant de parler de Fight Club, ce qui est un livre, un roman à l'origine qui était fait, qui a été transformé en film par la suite. Euh, J'avais pas fait le parallèle, je vous avouerai. J'avais plutôt l'impression que le personnage principal, Antonin, était psychologiquement instable, en fait, après l'acte, le meurtre du cambrioleur. Une espèce de descente aux enfers idéologiques et donc surtout psychologique qui m'a fait penser à certains personnages qu'on connaît dans l'actualité aujourd'hui ou même des connaissances personnelles parfois. Est-ce que vous êtes inspiré de personnes bien réelles, sans les nommer nous aussi, hein, nécessairement, pour, comment dire, rassembler toutes ces personnes ou tous ces archétypes dans Antonin Subur, le personnage principal, comme étant un représentant un peu là, j'allais dire, des dérives idéologiques de notre époque? Écoutez, en fait, déjà, je me suis inspiré d'un fait divers qui a eu lieu à Nice, en effet, un braquage où le braqueur a tué le jeune, où le bijoutier a tué le jeune braqueur. Mais ce qui m'intéressait, en effet, dans Subur, c'est la radicalisation. Et donc, le passage à l'acte, alors sans vouloir divulguer l'évolution du personnage dans le livre, mais comment dirais-je, à un moment, il parle de fomenter, je cite, évidemment c'est une citation, je me désolidarise de cette citation, d'un Bataclan contre les dominants. Puisque, encore une fois, dans son esprit un peu don quichotesque, il veut, comment dirais-je, défendre les dominés contre les dominants. Et il y a aussi, j'imagine, c'est aussi la dimension un peu burlesque, c'est le personnage ce qu'on appelle, je crois aujourd'hui, le sauveur blanc, qui est évidemment un personnage un peu suranné et ridicule, mais aussi dangereux, en sachant que il y a aussi une forme de narcissisme chez lui, puisqu'il est convaincu qu'il ressemble à Diego de la Vega, donc alias Zorro. Et d'ailleurs, tout le monde trouve qu'il ressemble à une espèce de mannequin senior,
ce qui évidemment n'est pas fait pour mettre fin à sa coquetterie. Bon, vous êtes romancier, donc on comprend que vous avez écrit un roman. Mais en quoi est-ce que le roman, donc la fiction d'une certaine façon, est peut-être plus apte à décrire la réalité, le monde contemporain que un essai, par exemple, sur la question de l'idéologie gauche-droite et le débat des idées aujourd'hui? Alors écoutez, en fait, oui, moi je choisis le roman, et déjà dans le roman, je vais répondre à votre question sur l'essai, mais déjà, pour moi, j'ai besoin de la fiction. C'est-à-dire que il me semble que je vais plus loin en moi-même quand je ne parle pas directement de moi-même, mais quand je prends le biais d'un personnage. Si vous voulez, j'aime les masques, j'aime ce que je pourrais appeler la littérature Ziggy Stardust, c'est-à-dire j'aime voilà me comment dirais-je m'incarner dans différents personnages, hommes, femmes, adultes, enfants, peut-être d'ailleurs objets, choses, et c'est comme ça, enfin c'est mon carburant si vous voulez. Par rapport à l'essai, ben, un essai, ça a une thèse. Voilà, donc j'imagine que si on fait un essai sur le thème, sur la responsabilité individuelle, sur la question, vous voyez, presque une question de baccalauréat, un terroriste est-il libre de ne pas l'être? Eh bien, certains essayistes diront oui et d'autres non. Je pense que quand on lit le livre, en fait, on suit principalement l'histoire d'un personnage qui, d'ailleurs, serait bien empêché de répondre à cette question et qui y répond, comme je vous le disais, par l'action et par une espèce comment dire, de volonté d'héroïsme, peut-être parfois légèrement, comment dirais-je, oui, burlesque. Pourquoi choisir ce sujet, l'idéologie? Pourquoi pas un autre, en fait? Écoutez, en fait, c'est à cause de mes lectures, enfin, à cause de mes lectures, sans doute, vous savez, euh, Flaubert, Madame Bovary. Dans Madame Bovary, vous savez, euh, Madame Bovary, c'est à la fois deux personnages. C'est une romantique assoiffée d'amour, comme nous tous, et en même temps, c'est une imbécile qui lit des mauvais livres à l'eau de rose sur l'amour, comme nous tous, d'une certaine façon aussi. Et donc, elle est envahie et aliénée par une certaine pardon, idéologie, en l'occurrence l'idéologie du prince charmant, de l'amour éternel, de l'amour parfait, etc. Eh bien, sans comparer évidemment les livres, je subure lui est pénétré par la pensée ou ce qu'il croit, une certaine pensée de Bourdieu, donc qui divise le monde selon Subur, qui divise le monde entre les dominés et les dominants, et donc il lui semble que les dominés ont toujours raison, même quand, ou plus exactement, les dominés n'ont pas besoin d'avoir raison pour avoir raison, comme il dit, et qu'il faut donc les aider et s'acharner sur les dominants. Donc c'est ces idéologies-là qui traversent mon pays et qui le structurent aussi, je crois, politiquement. C'est ce que j'essaye de raconter dans ce roman d'éducation un peu burlesque et aussi ce roman d'action. Vous parlez de bon, la France, votre pays, Fabrice Pleskin, mais vous avez mentionné aussi Fight Club. Je vous poserai la question. Bon, bien sûr, l'auditoire ici est québécois. J'ai pas eu de difficulté à comprendre les références culturelles et politiques dans votre livre, mais n'empêche que la question se pose pour un lecteur québécois qui plongerait d'une certaine façon dans le débat idéologique français, qui est quand même pas si loin non plus de celui du Québec, mais qui est différent à plusieurs égards. Qu'en tirerait-il, en fait, de la lecture de votre livre? Alors, voilà, mon Dieu, alors là, je ne saurais pas parler à la place du public québécois, à vrai dire, ça serait un petit peu...
Ben, pour tout vous dire, au Québec, en fait, du moins à mon avis, on admire le débat français intellectuel pour sa complexité, sa profondeur, sa façon de s'exprimer avec précision. Tandis qu'ici au Québec, on a des débats intéressants, mais qui sont américanisés, qu'on le veuille ou non. On parle un peu comme les Américains, mais en français finalement. Euh, et donc, à chaque fois qu'on lit un livre d'un Français de France, la question se pose comment transférer la chose au Québec ou qu'est-ce que le lecteur québécois acquérerait à faire la lecture d'un livre qui est ancré dans une culture légèrement différente de la sienne. Eh bien, écoutez, déjà, un divertissement, me semble-t-il, Tout puisque à fait. on me dit que le livre est drôle, Absolument. malgré le fait qu'il parle de choses qui ne sont pas toujours très drôles. Et D'ailleurs, est-ce que puis, c'est une tragédie ou une comédie? En fait, à mes yeux, j'avais l'impression que c'était les deux en même temps. voilà, mais ça me paraît une excellente question et une excellente réponse. Pour moi, c'est vraiment les deux. En fait, j'essaye, moi, vous savez, j'aime beaucoup Tchekhov, ce grand auteur français, n'est-ce pas? Euh, et donc, et il avait ce génie, en fait, pour à la fois unir l'ironie et la compassion. Et donc, en fait, moi, quand il y a, entre guillemets, trop d'émotions dans une scène, je vais me mettre un peu d'ironie, autrement ça devient dégoulinant. Vous voyez, l'émotion tue l'émotion, comme on dit. Et l'ironie aussi, trop d'ironie tue l'ironie. Et donc, quand il y a trop d'ironie, eh bien, j'ai besoin d'émotion, mais j'ai besoin de passer sans cesse de l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et de même, par exemple, par rapport à mon personnage, j'aime ne pas être d'accord avec lui. Vous savez, on dit qu'il faut aimer ses personnages. C'est vrai, mais ne faisons pas comme l'amour, comme si l'amour était une chose fixe, qui n'était pas mouvante, qui n'était pas changeante, qui n'était pas inconstante. Et donc, face à mon personnage, je peux être envahi par des sentiments très négatifs par rapport à lui, et à d'autres moments, adhérer complètement à ce qu'il dit. Voilà. Donc c'est ce qui m'intéresse moi, et c'est une autre façon peut-être de répondre à la question sur l'essai, c'est d'être à la fois dedans dehors par rapport à mes personnages. Votre livre est déjà listé, je crois, pour un prix, j'ai oublié lequel, pardon. Euh, Oui, alors il y a Interallié et Renaudot. ah, Il y a deux exactement. prix. Est-ce que vous êtes satisfait de la réception jusqu'à maintenant de votre livre? Ça me semble assez positif. Oui, oui, bien sûr. J'aurais préféré qu'il soit, comment dirais-je, accueilli comme je ne sais pas moi, Comme un comme la Welbeck? Bible, le Coran Ah oui. ou la Torah, vous voyez. Mais non, non, mais plus sérieusement, écoutez, moi je suis déjà très content d'avoir réussi à le publier parce que C'était c'est difficile? pas toujours évident de publier de publier un livre. Vous voyez, c'est les choses, surtout quand on traite de certains sujets, voilà, Le qui sujet est sont épineux, mais peut-être. vous êtes un romancier qui avait déjà publié plusieurs fois. C'était difficile de trouver un éditeur. Oui, oui, oui. Bon, enfin, tout est bien qui finit bien, donc puis je vais pas, voilà, c'est pas, il y a des choses plus graves dans la vie, hein. Mais voilà, oui, oui, c'est pas toujours de facile. Il nous reste environ un peu plus d'une minute. À la lecture de votre livre, au départ, j'avais de la sympathie pour le protagoniste, M. Subur, Antonin Subur, et plus le livre progressait, plus j'avais un certain, je sais pas si dédain est le mot, du moins, j'avais l'impression qu'il devenait complètement fou et j'avais de moins en moins de sympathie pour lui. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'en ai fait la mauvaise lecture ou comment voyez-vous la chose? Bah écoutez, ce qui compte, c'est votre sentiment. Moi, on m'a dit le contraire, par exemple. Au début, il n'était pas sympathique et ensuite, il le devenait un peu parce que, voilà, il devient à un moment notamment le souffre-douleur d'une bande de malfrats. Donc ensuite, ça, c'est une question d'humeur personnelle, je pense. Mais encore une fois, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, moi, je ne veux pas qu'on adhère sans arrêt à mon personnage, qu'on se dise je suis d'accord avec lui à 100%. Je veux évidemment parfois qu'on soit d'accord avec lui, souvent, mais pas toujours. Je veux que parfois, voilà, on dise non.
que voilà, qu'on se détache de lui pour mieux peut-être se rattacher à lui dans une autre circonstance. Voilà, c'est changeant, c'est la vraie vie, c'est comme le rapport que nous avons à nous-mêmes, hein. Parfois, voilà, on est complètement déprimé, parfois on est en super forme, etc., etc. Et cetera. Et donc on n'adhère pas toujours à soi-même, en tout cas nous avons différents degrés d'adhésion à nous-mêmes selon l'humeur, selon la météo ou la forme. Sur ce, Fabrice Pliskin, auteur du livre Le Fou de Bourdieu, publié aux éditions du Cherche Midi, disponible dans les libraires un peu partout au Québec. Merci beaucoup. Et est-ce que je peux ajouter une phrase? Allez-y. Oui, ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est qu'on m'a dit que ce livre était une ode à l'afro, à la L'afro. coiffure afro. Voilà, Ah parce oui. qu'en fait, voilà. Donc c'est quelque chose parce que en effet, un personnage, sans entrer dans les détails, donc voilà, il y a plusieurs, une afro est décrit à peu près 20 fois différemment dans le livre et avec amour. Et voilà, donc ça c'est un détail, comment dirais-je, qui ne sort pas de Bourdieu ni de la sociologie, c'est un pur détail romanesque, ouais, mais je tenais à en parler si possible. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous écoutent, à la technique Daniel Fortin, ici Philippe Labrec, et on vous dit à demain.